Est-ce que le développement immobilier, la densification, de prendre un terrain, une propriété, de la mettre à terre, de reconstruire quelque chose de beaucoup plus gros, de jongler des dizaines de millions de dollars, est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse? Si oui, restez jusqu'à la fin. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Better Call Chris, où est-ce que je vous partage trucs, astuces et stratégies gagnantes en investissement immobilier, business mindset et bien entendu, pour parler de ces choses-là, il faut parler de cash flow, de rendement, d'enrichissement, d'abondance, de richesse. Alors si ce sont des thèmes, des sujets qui t'intéressent, c'est simple, abonne-toi sans même te poser de questions, abonne-toi à ma chaîne dès maintenant. Aujourd'hui, j'ai avec moi un développeur immobilier qui a commencé en 2014. C'est un Africain du Cameroun qui est arrivé au Canada, au Québec, qui habite la ville de Québec. Il est arrivé, si je ne me trompe pas, il avait déjà mi-trentaine ou proche de la mi-trentaine. Et depuis 2014 à aujourd'hui, il fait des projets il a des projets en cours pour plus de 50 millions de dollars. Regardez, s'il le fait, on est tous capables de le faire. Il va nous partager les pépites d'or de tout son savoir. Alors, je vous suggère de rester jusqu'à la fin de cette vidéo. OK? Mais juste avant, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis votre cher et l'unique Better Call Chris, mais mon nom c'est Christopher Salador, courtier immobilier depuis 2010, que je suis dans le domaine du courtage immobilier, où est-ce que j'aide les gens à vendre, acheter, mais surtout à investir en immobilier, à se partir des projets d'investissement immobilier, à se bâtir des parcs immobiliers ou tout simplement à acheter leur première acquisition, mais que cette acquisition-là va être le tremplin qui va leur permettre de se lancer dans ce merveilleux monde de l'investissement immobilier. Alors, si c'est quelque chose qui t'intéresse, allez dans la description, dans le bas de cette vidéo-là, pour qu'on puisse voir ensemble, tout simplement que je puisse vous guider, vous conseiller et de voir si justement je peux vous accompagner dans votre futur projet d'acquisition ou d'investissement immobilier. Et pour ceux qui, justement, recherchent plus quelque chose de passif, qui voudraient savoir quelles sont les opportunités qui me sont accessibles, allez dans la description, encore une fois, de cette vidéo-là pour qu'on puisse tout simplement discuter ensemble des possibilités qui s'offrent à vous. Alors, sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet dans un instant. Et Justin, un gros merci de m'avoir contacté et de t'être déplacé. Parce que tu viens de Lévis, c'est ça? De Québec. De Québec City? Ouais. En plus, fait que t'es pas à la porte à côté. Moi, je suis situé à Montréal. Je te connaissais pas, mais j'ai apprécié que tu m'as contacté pour me dire « Hey Chris, j'aimerais ça passer sur ton podcast. » Puis en même temps, je me suis dit « Ben comment ça? » Je t'ai posé quelques questions. Puis je me suis dit « OK, non, ce gars-là, il faut définitivement qu'il vienne sur le podcast. » Donc, pour les gens qui ne te connaissent pas rapidement, t'as quel âge? C'est quoi ton background, ton origine? Puis qu'est-ce que tu fais? 46 ans ou 45 ans, je me trompe souvent sur mon âge. Moi aussi. Ça serait plus se vieillir. On saute un ou on en manque un, effectivement. Ben écoute, moi je viens du Cameroun. Je suis au Québec depuis 2011. Okay. Parti du Cameroun depuis 2008. Et j'ai atterri à Montréal en janvier 2011. Je n'oublie jamais cette date parce qu'il y avait une grosse tempête. Et il faisait extrêmement froid en janvier. Et boy, j'avoue, Au Québec, c'est ça. Et merci aussi d'avoir accepté ma demande pour pouvoir partager ce qu'on peut partager. Yes. Avec tous ceux qui ont l'envie, la folie, la faim de l'immobilier. Yes, effectivement. Puis là, présentement, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi? Dans quelle niche que tu es? Qu'est-ce que je fais? J'ai commencé l'immobilier en 2014 ici au Québec. Mm-hmm. Puis j'ai évolué là-dedans jusqu'en 2020. J'ai embarqué avec le coaching. Parallèlement à ça, je faisais de l'acquisition des immeubles. Okay. Donc, en 2020, j'ai commencé ce qu'on appelle le développement immobilier. OK. Construction, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le développement. Mm-hmm. Donc, je fais 2 transactions à la fois. J'ai acheté le terrain pour construire ma maison et j'ai acheté une vieille maison pour démolir et construire. Et à la sortie de cette expérience-là, j'ai été « Wow, that's where I have to go. » Ouais, ben attends, là, tu vas un petit peu trop vite. Fait que là, tu es dans la niche du développement immobilier, c'est bien ça? C'est dans la niche du développement. Parfait. Puis, mais on s'entend là. Quand tu embarques dans ton projet,
premier projet de développement, on s'entend, que tu achètes ta première propriété, ton premier investissement immobilier, ton premier développement immobilier, tu as une courbe d'apprentissage. C'est pas tout beau, tout rose. Ouais. Parle-nous de cette expérience-là. C'était quoi l'acquisition? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, OK, tu sais quoi, ça, c'est un bon potentiel, c'est une bonne opportunité. Puis c'était quoi? Puis qu'est-ce qui s'est passé? Super. On va aller plus en détail. Yes! C'est pour ça que tu es ici. C'est ça. Ben, j'ai commencé l'achat en 2014. OK. En 2018, j'ai fait d'autres acquisitions d'immeubles résidentiels multi-logements. Et j'ai fait ma première formation en immobilier en 2018, je pense, ou 2018. OK. Après avoir fait cette acquisition-là. OK, toi, tu as parti ton propre coaching. Non, j'ai embarqué à apprendre comment investir en immobilier. C'est quelle formation que tu as pris? Avec ImmoFascine. OK. Puis, en 2020, j'étais dans cette rage de faire l'immobilier. Voilà, d'investir, de grossir mon parc. Oui. Alors, j'ai fait quoi? J'ai fait une offre d'achat sur un 5 logements. OK. Je débarque pour visiter le 5 logements. Mm-hmm. Je vois à côté une pancarte, terrain à vendre. J'ai jamais le terrain voisin? Oui, le voisin. C'était une maison, un bungalow, trois étages, un bungalow. Mm-hmm. C'est un bungalow, un cottage. Cottage. Voilà, dans un cottage. Je vois mes terrains à vendre sur une vieille voiture devant le cottage. Mm-hmm. Je prends le numéro. J'ai fini ma visite du Saint-Logement. Uh-huh. J'appelle le monsieur. Bonjour monsieur, c'est Justin. J'ai vu que vous avez mis terrain à vendre. Est-ce que vous pouvez me parler davantage? Ah non, j'ai déjà une offre d'achat de ça acceptée. OK. Mais rappelez-moi lundi. On est le week-end. Uh-huh. J'appelle lundi. Ah, le monsieur a dit plutôt mercredi. J'appelle le mercredi. Il venait me voir. Je débarque, je fais une offre d'achat. L'offre d'achat, la première offre d'achat tombée? N'aime pas tomber. Et puis la première personne n'a pas répondu. C'était direct du vendeur, sans courtier, rien. Dans le fond, c'était pas accepté. Il est en train de négocier avec quelqu'un. Je comprends. J'arrive, je lui dis, bon, monsieur, mon cher monsieur, dans le business, j'aime être franc. Je veux que tu me dises la vérité. Ce qu'il t'a dit, je vais ajouter 10 000. Et je fais mon offre d'achat. À condition que tu signes maintenant, je fais mon offre d'achat, j'ajoute 10 000 dessus, 240. Je sors, je pars. Là, maintenant, j'ai 2 offres d'achat. Mon 5 logements, j'avais l'offre d'achat et la vieille maison. Ah, t'as acheté aussi le 5 logements à côté? J'avais les autres achats sur les 5 et la vieille maison. OK. Est-ce que tu avais la liquidité pour faire tout ça? Je regarde jamais si j'ai la liquidité. Tu sais quoi? Ce que j'ai appris et ce qui m'a toujours fait avancer, ne jamais se poser la question si tu as la liquidité. Pourquoi? Parce que tu peux avoir même la liquidité et ne rien faire. Pourquoi? Parce que ce n'est pas l'argent qui te rend riche, c'est l'opportunité qui te rend riche. Wow. Prends le cas de Zuckerberg. Mark Zuckerberg, oui. Il était étudiant. Aussi, effectivement. Le premier investissement dans Facebook, c'était combien? 1000 pièces de son ami. C'est vrai. Et après, c'est rendu l'air. Est-ce qu'il avait investi à la base? Non. Mais il a eu l'opportunité. Il y a du monde ici dehors qui ont beaucoup d'argent, ne trouvent pas l'opportunité. J'ai présentement des étudiants qui ont beaucoup de cash dans leur compte bancaire, mais ils ne trouvent pas l'opportunité. Puis tu as du monde qui n'ont pas d'argent, mais ils n'ont rien que ça à faire de trouver des opportunités. De trouver des opportunités. C'est qu'ils sont sur mon prospecteur. Ils courent. C'est vrai. Donc, si on revient sur notre histoire, donc je sors de là avec 2 offres d'achat. Je n'ai rien dans mon compte bancaire. Je n'ai jamais d'argent dans mon compte bancaire. Et je m'en vais donc dire, oh ouais, allez, j'ai 2 opportunités. Je veux des investisseurs. Les petits doigts se lèvent. Ah, je suis intéressé. Et voilà comment j'ai pu embarquer un investisseur. 2 investisseurs. Mais comment tu as structuré, là, tu as 2 opportunités. Tu en as mis un pour finaliser l'achat du 5plex? Non. Un petit instant, j'ai une annonce importante à vous faire. J'ai finalement finalisé ma formation. Oui, j'ai pris mes 14 années et plus d'expérience dans le monde de l'immobilier. J'ai pris toutes les histoires à succès de mes clients, tous leurs bons coups de circuit, tous les coachings et les formations que j'ai pu aller chercher moi-même sur le terrain, en plus des
faits vécus de mes clients, de mes investisseurs, de mes flippers, de mes développeurs et j'ai tout concocté, le tout dans une formation qui vous est accessible. Alors c'est simple. Si vous désirez savoir, connaître, comment faire pour prendre n'importe quel type de propriété et de pouvoir maximiser son potentiel pour que ça puisse vous partir dans le monde de l'immobilier pour vous permettre de bâtir votre parc immobilier, c'est la formation pour vous. Alors n'attendez plus, allez cliquer dans le bas de cette vidéo-là pour avoir accès à cette formation. Vas-y. Donc, je leur présente les deux. Voilà, je leur présente l'idée fou. J'ai une idée folle. Hey, OK, on n'achète pas un, on achète deux. On achète les deux. L'idée de folie que j'avais, c'est on va démolir les deux. On va bâtir du commercial en bas et on va bâtir du résidentiel à l'étage. Combien d'appartements? Et c'était un zonage de 8 logements. OK. Donc, je dis, ça, on va faire. Et je suis dans mon monde à moi, là. Et du coup, finir, ils sont allés visiter. Juste oublié ça, on ne peut pas faire ça. On a donc resté sur le cottage. On finalise le cottage. Je suis en train de construire aussi la maison pour ma famille. Donc, je fais les deux projets de construction de front. Et c'est là que j'ai eu la piqûre de dire, c'est le développement. C'est le développement. Mais attends, tu vas... Mais là, comment ça a fini cette histoire-là? Là? Qui a dit oui? Les deux investisseurs ont dit oui. OK, tu as trouvé quelque chose d'autre, un autre deal, puis là... Non, les deux investisseurs qui sont embarqués sur les deux, le côté chez les 5 pièces, là, on a laissé tomber les 5 pièces, le 5plex, oui. Et on a bâti de 8 logements sur la maison. Le côté. Je comprends. Ça, c'était notre premier projet de développement immobilier. Et on est sorti là avec de la liquidité. On a amené le projet quand même à une valorisation de plus de 2,5 millions. Puis vous l'avez acheté à combien? Le coût de construction était... Le coût de construction était aux alentours de 1,8, 1,7. Est-ce que tu as tes licences d'entrepreneur général? Non. On a embarqué un entrepreneur général. On a passé tout le processus des architectes et tout ce monde-là. Est-ce que tu avais déjà passer à travers l'expérience d'aller à la ville, le zonage, parler à l'urbanisme, les architectes? J'avais jamais parlé à l'architecte, j'avais jamais parlé à la ville. J'avais jamais fait de tout ce que tu t'imagines là. Et j'ai fait les deux à la fois. Je me rappelle en 2016, quand j'ai commencé à chercher où loger ma famille, j'ai commencé à dire il faut que je m'achète un terrain, je mets une maison unifamiliale et je mets un triplex. J'ai accolé que je vais habiter dans un côté. Puis donc, je me mûrissais l'idée comme ça. Je me prenais, je vois les entrepreneurs, je vois tout ce monde-là. Et pour finir, j'ai fait les deux à la fois. That's it. Ouais. Mais c'est quoi les obstacles que tu as passés à travers dans cette dans cette courbe d'apprentissage-là? Je dirais que pour ma maison unifamiliale, je n'ai pas eu d'obstacle. Okay. C'était plutôt simple, c'est juste les délais qui sont plus longs, puis dépassement de coûts. C'est sûr que tu as eu des dépassements de coûts. Toujours. Toujours on vit avec. Pour ma maison unifamiliale, j'ai eu un dépassement de coûts presque 50 000. OK. Mais parce que quand tu arrives sur le marché, tu dis, ah ben ça, c'est ça que je veux, ça, c'est ça que je veux. Et puis tu ramasses tout, tu fous dans ta maison, et puis à la fin, on dit, ça fait 50 000 de plus. Mais pour le projet de multilogement, non, aucun dépassement de coûts. Tout était contrôlé. On avait des meetings chaque semaine entre nos investisseurs. On avait l'entrepreneur général. Ah, écoute, c'était vraiment wow. Et ces partenaires-là, je les tiens en coup de chapeau. C'est de best I have till now, avec d'autres que j'ai eu par la suite. Mais c'est une bonne complémentarité. Moi, dans ces partenaires, j'apportais l'opportunité, on apportait le côté manuel et l'autre apportait le côté de gestion. Oh, OK. Puis comment tu les as trouvés, ces gens-là? Est-ce que c'était dans ton entourage? Même pas. C'était pas des amis? Jamais. Pas. OK, c'était quoi la stratégie? Qu'est-ce que tu t'es dit? C'était quoi le mindset que tu as eu? Puis comment tu les as trouvés? Comme j'avais fait des cours de l'immobilier, je commençais à voir, on dit, ah ben, je cherche un partenaire. Je suis aussi allé, je cherche un partenaire, j'ai une opportunité. Ah, t'as mis ça sur un groupe, quel groupe? Un groupe Facebook, je pense le groupe de Immo Facile, mon prospecteur aussi. J'ai mis là, et puis le monde, levez le petit doigt. Et puis moi, j'ai pitché le projet et c'est ça.
Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Wow. Tu sais, quand tu rencontres du monde, on dit souvent on investit sur l'individu, on n'investit pas sur le projet. Quand tu viens avec le drive, avec l'énergie, Puis que le projet fait du sens aussi, là. le projet fait du sens, les gens embarquent. Hein. C'est ça. J'aime ça. Mais là, t'es arrivé au Canada à quel âge? 33. Qu'est-ce qui t'a poussé à venir au Canada? Le chemin le plus facile pour rassembler ma famille. Parce que quand moi je suis parti au pays en 2000, je suis parti de mon pays en 2008. Puis en 2009, je suis reparti me marier. Et je suis remonté en Belgique. Et faire venir la femme en Europe, c'était pas facile. Hein? Pourquoi elle voulait rester au pays ou quoi? Non, mais parce que l'accessibilité en Europe n'est pas comme en Amérique du Nord. Il faut qu'on se le dise là. OK. C'est facile de venir ici. C'est plus accueillant Qu'en Europe. qu'en Europe. OK. Ça, c'est une certitude. Et celui qui est passé par l'Europe, je ne vais pas le dénigrer là, mais celui qui est passé par l'Europe, il sait que c'est plus facile Je comprends. ici. Non, mais t'es pas le premier. J'ai plusieurs clients, j'ai beaucoup de clients immigrants qui sont. Puis justement, c'est ça que j'ai remarqué. Autant les Français viennent de l'Europe, viennent de la France, mais beaucoup d'Africains, justement, passent par l'Europe pour venir au Canada, parce qu'il n'y a pas de vol direct non plus. Mais beaucoup m'ont dit, c'est ça, je me suis dit, comme beaucoup même des Français, on va prendre les Français, mais beaucoup, ils ont des bons jobs, bons salaires. Peu importe leur salaire, whatever, mais pourquoi qu'ils viennent au Canada? Puis c'est souvent qu'est-ce qu'ils me disent, les opportunités ici sont beaucoup plus intéressantes. Les opportunités d'emploi aussi sont beaucoup plus intéressantes. C'est accueillant ici. Ça là, quand je suis arrivé ici, il y a un de mes grands frères de l'école qui m'avait dit, Justin, tu es au paradis ici. Et si ce n'est pas le paradis, c'est que le paradis n'est pas loin. J'ai dit, ah ouais? Et j'ai dit à chaque immigrant, tu es au paradis ici. That's it. Puis sinon, il n'est pas loin. Il y a tellement d'opportunités ici et l'acceptabilité de l'immigrant. Aussi, c'est vrai ça. On va beau dire ce qu'on dit dans les journaux, là, mais il y a une acceptabilité de l'immigrant. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Au Canada. Fait que tu te retrouves, tu dis, je suis chez moi. Tu te poses la question, je viens d'où? Non, je suis chez moi. That's it. Et quand tu vas là-bas, je veux ça, on te donne. Rien. Qu'est-ce qui peut t'empêcher de faire ce que tu veux réaliser? Tout à fait. C'est toi-même qui peut t'empêcher de faire ce que tu veux réaliser. 100% d'accord. Mais là, vas-y. Si on revient sur notre fameux projet, donc quand j'ai fait les 2 projets à la fois, j'ai eu l'occasion donc de me former en développement immobilier. J'ai pris le cours de Jeff et puis je suis rentré dans cette spirale, commencé à acheter les terrains, acheter par-ci par-là et c'est comme ça que je me suis retrouvé sur 3 terrains. Un terrain pour 3 logements. Car à la base, quand j'achetais, c'était pour 6 logements. Parce que je voulais relever un défi. C'était quoi? C'était un tout petit terrain de 3000 pieds carrés. OK. C'était un zonage de 6 logements. J'ai dit, je vais mettre un 6 logements. J'ai pris l'architecte. J'ai dit, sors-moi un 6 logements dessus. Elle a sorti, tout était bien. On est allé à la ville. La ville dit non. Il y avait il faut l'espace pour le nombre de stationnements. On respectait tout ça. OK. Mais maintenant, on nous dit que c'est une zone patrimoniale, on ne veut pas aller jusqu'à lever toutes ces affaires-là. Et puis, il y a un voisin qui s'est plaint que... pas dans ma cour. Pas dans ma cour, c'est ça. Et puis, il faut finir. Je me suis retrouvé avec un triplex. OK. Que tu as construit. Neuf que tu as construit. Je n'ai même pas encore construit, mais je vais construire. OK, tu l'as encore. Nice. Il y a encore mon terrain, mais je vais construire cette année. Mais je veux qu'on revienne en arrière, justement, quand ton parcours juste avant de te lancer dans le développement immobilier. Parce qu'on en parlait off-cam, puis justement, il y a beaucoup d'immigrants qui nous écoutent, puis même du monde qui sont nés ici. Puis qu'est-ce que j'aime avec les gens qui viennent d'ailleurs, c'est que quand vous arrivez au Canada, vous venez avec une soif, vous venez avec une faim. Même Florian, il me disait ça, il dit... ta famille est là-bas, toi tu viens ici, puis il disait que sa mère lui a dit, je t'ai pas envoyé de Chili aller faire la fête là. Non. Fait que lui, son mindset, il vient ici en tant que mercenaire. Fait que souvent, vous allez passer plus à l'action plus rapidement, vous ne posez pas de questions, vous vous lancez. Enfin. Mais quand tu es arrivé, c'est quoi la réalité de l'immigrant quand il arrive
comme un immigrant qui arrive ici puis qui veut acheter, combien de temps ça peut prendre? C'est quoi la réalité en moyenne? Moi, ma vision, mais ma philosophie, c'était de bâtir un processus qui me nourrira même si je suis malade. OK. Indépendamment de moi. Donc, je n'étais pas dans la philosophie de dire je vais m'acheter une maison pour y habiter. OK. Donc, ça devient différent. Je comprends. Celui qui veut s'acheter une maison au bout de 1 an, 2 ans au Québec, s'il a un bon emploi, il peut avoir sa maison. C'est facile. Mais celui qui est dans une démarche d'investissement, initialement, comme je n'avais pas de formation, je me suis fait ce qu'on appelle l'autodidacte. J'ai dit, il faut que j'aille économiser mon argent pour ma mise de fonds. Il y a d'autres façons de faire. Aussi. Donc, ça m'a pris 2 ans pour économiser 36 000 $. OK. Et je me rappelle, mon épouse, elle était aux études. Hein? Donc, on arrive en 2011. De 2011... C'est toi qui soutiens la famille? Ouais, elle s'est revenue avec aussi les allocations. En plus, on prend tout ce qui passe. On prend tout. Et donc, c'est comme ça que, en 2014, dans ce foulée, j'achète ma première. OK. En mettant 36 500 de mise de fonds. Fait qu'en moyenne, ça prend combien de temps pour un immigrant qui suit les règles? Un immigrant qui suit les règles, qui fait vraiment la job rigoureux, discipliné, je pense au bout de 2 ans au Canada, il peut s'acheter son premier plex. OK. Et voilà. Si j'étais passé par du coaching au début, mais je pense que je n'aurais pas fait jusqu'à 2 ans, 3 ans. Ben non, c'est sûr. J'aurais utilisé du créatif. C'est sûr, c'est sûr. Aujourd'hui, c'est ça. C'est sûr. Ouais. Puis là, on revient au côté développeur immobilier. Raconte-nous un obstacle qui a été une belle courbe d'apprentissage. Quelque chose là que tu as frappé un mur et que tu as comme, oh my gosh. Ah! OK, là, comment je me sors de cette situation-là? Puis, Et j'ai même eu des insomnies. bon, c'est ça qu'on veut savoir. C'est ça qu'on veut savoir. Ouais. Parce que beaucoup de monde nous entend, peu importe les groupes d'âge, peu importe le sexe, beaucoup de monde voit l'immobilier comme leur porte de sortie, mais la réalité, Non. merci. Ils vont frapper des murs. Et C'est pas aussi facile qu'on le pense. Et peut-être quand on voit sur les réseaux sociaux, on dit j'ai 10 portes, j'ai 100 portes, on croit que... Exactement, on pense que c'est facile. Vas-y. J'en ai plein. Hein. Je vais commencer par le début. Je vais Vas-y. raconter 2 pour ceux qui nous écoutent. Mon premier bien, j'ai acheté en 2014, comme je dis. J'ai dit, je vais barguiner l'assurance. OK. Donc, quand j'appelais tel fournisseur, tel assureur, il dit, ça coûte tel montant, je dis, c'était cher. Pour finir, je prends le plus moins cher. Sans chercher à savoir qu'est-ce qu'il m'offrait réellement. OK. Donc, je prends le plus moins cher. J'achète comme ça en décembre. Et en avril, il y a la neige qui pèse sur le toit. Infiltration d'eau. Infiltration d'eau Par la toiture. Ah, ouais. Je suis à la job, puis le locataire m'appelle pour dire, Justin, écoute, il y a de l'eau qui coule. Je dis, mais de l'eau? Je cours, j'arrive à l'appartement, je vois la pose en seau, l'eau coule. Je ne perçois pas ce qui m'attend. Donc, j'ai dit, OK, il faut que j'appelle mon assureur. J'appelle l'assureur. On dit, OK, il n'y a pas de problème. On va venir demain. Le souscripteur arrive. Il a déjà étudié mon dossier. Il regarde. Il dit, Monsieur Justin, je suis désolé. Désolé de quoi? Vous n'êtes pas couvert pour ce... Vous n'êtes pas couvert pour les infiltrations d'eau pour par la les toiture? infiltrations d'eau par la toiture. Puis là, tu as combien de dommages environ? Qu'est-ce qui t'a endommagé? C'est parti du haut jusqu'en bas. Jusqu'au sous-sol? Jusqu'au sous-sol. Les planchers, Jusqu'au sous-sol. les plafonds, Tout. faut tout ouvrir, Tout ouvert. tout enlever, tout ce qui est Tout. pourri, Tout ce que tu peux contaminé. imaginer. Alors, voilà, je dois commencer à payer le gars qui est sinistre, le monsieur qui vient après le sinistre pour le nettoyage. Ah, il faut que tu le payes. Ah oui, qui payait? Parce que je n'étais pas couvert pour ça. Je n'étais pas couvert. Le locataire avait son assureur. L'assureur l'a relocalisé. Au moins. Au moins. Les 3 ou un? C'était un locataire, il était sur 2 étages. OK. Puis voilà, je me retrouve à dire, je commence par où? C'est là où la souscriptrice me dit, tu peux envoyer une mise en demeure à l'entrepreneur général qui avait fait le toit. Parce que le toit avait été refait l'été et j'ai acheté en décembre. OK. Donc c'était un toit neuf. Je comprends. Et vente avec garantie.
En plus. En plus. Je contacte le vendeur, je dis, hey, j'ai une infiltration. Ben, tu te lèves, tu parles, et puis, so what? Je rame comme ça pendant un mois. C'est là où mon ami me dit, mais Justin, as-tu pensé à prendre un avocat? J'ai dit, OK. Ça se passe comment? Il me dit, ben, va chercher un avocat spécialisé en immobilier. Je m'en vais commencer à fouiller. J'arrive chez l'avocat, je verse toutes mes émotions. Je prends note. Première facture, 5000 pièces. Et là, il faut que je fasse la rénovation, je corrige le toit. Quand je corrige le toit, je remplace le plancher. Le locataire me dit, mais Justin, il faut que tu remplaces le plancher au sous-sol. Je dis, OK. Là, j'ai déjà payé un expert parce que j'ai commencé à... L'avocat dit, ben, il faut qu'on ait des expertises pour prouver que c'est... Je paye l'expert 1000 pièces ou 2000 pièces. Quand on est là, 6-7 000, là. Je peux même pas Sans compter les coûts des matériaux, blablabla. Voilà que tout ça me coûte environ... La toiture, il faut remplacer au complet. J'ai remplacé la toiture au complet. J'ai fait la rénovation à l'intérieur. C'était presque genre 20 000, 25 000. OK. Entre-temps, le locataire dit, mais quand je pense que le sous-sol, là, c'est humide, il faut que tu regardes ça. Je dis, ben, je vais faire plaisir à mon locataire. Il a déjà traversé tous ces bobos-là. Puis, je mets mon doigt, je retire, je vois de l'eau et de la boue sur mon doigt. Je dis, oh non, c'est quoi le problème? On se rend compte qu'il y avait une autre infiltration. Wow. Pas le sous-sol. Pas la fondation. Deuxième dossier qu'on ouvre. Je me suis retrouvé avec et l'assureur du vendeur, et le vendeur, et l'entrepreneur général, et le sous-contractant de l'entrepreneur général. 4. Et j'étais là tout seul. Même... avec ma pauvre épouse, oui. Mais j'adore ton histoire parce que tu sais quoi, c'est littéralement la réalité. Tout ce que tu veux faire, c'est un bon investissement immobilier. Puis là, tu réalises avec quoi tu te retrouves entre les mains. Là. Ouais. Et ton premier bien immobilier. En plus. Et tu dois continuer ou tu t'arrêtes? En plus. Ben, pour finir, on s'est retrouvé au tribunal, 2 ans de procès. Et pour finir, c'est au moins 70 000 $ qui ont été dépensés. Et je t'ai rendu, quand tu vas à boîte à mal, tu vois la facture, tu dis, oh non, encore l'avocat. Tu n'es même plus en mesure d'appeler l'avocat, tu n'es plus en mesure de répondre au téléphone de la porte. Parce que... C'est stressant. Ben oui. Et à ce moment-là, on avait un seul revenu, 2 enfants. Mais ce qui m'a fait sortir de là, c'était le mental. Parce que je travaillais beaucoup le mental. J'écoutais des livres. Mon premier livre, c'était ABC Real Estate Investing. J'écoutais beaucoup de livres sur le mental. Sur le mindset. Le mindset. Et je disais, c'est comme si, les Napoleon Hill, c'était comme si ce que je vivais, c'est ce que j'avais écouté dans les livres. Puis là, tu mettais en pratique. Je mettais en pratique et je surfais là-dessus. Je comprends. Et c'est comme ça que je suis passé à travers, mais ça donne une bonne dose de stress. Hein? 100%. Donc, on sort de là avec presque 70 000 $ de dépenses. Et j'ai une philosophie. Tout ce qui m'arrive est bien. Je sais même pas où est-ce que tu t'en vas avec ça, mais j'adore déjà ça. J'adore. Vas-y, continue. C'est que quand j'ai eu l'infiltration en décembre, j'avais un 30 000 de cash dans mon compte et je partais pour acheter un autre triplex. OK. Et la SCHM me dit, vous venez d'acheter un triplex, on vous finance plus. OK. J'ai pleuré. Mais voilà qu'en avril, c'est ce premier 30 000 qui t'a pu te sortir, te garder à flot. Oui, j'étais à flot. Et je t'ai dit, 2 ans, j'avais économisé 36 000. J'ai foutu tout mon 36 000 dans ma transaction. Ben oui. Donc après, même le support après l'acquisition, là, c'est... Qu'est-ce que tu penses de ça? Parce que je le dis souvent aux investisseurs débutants ou les gens qui vont faire leur première acquisition, ben plutôt les investisseurs qui vont faire leur première acquisition, qui ont le couteau entre les dents, là, qui sont comme en mode « je veux acheter, je veux tout acheter ». Moi, je leur dis, avant
oui, tu vas finaliser ton premier projet, mais avant de t'embarquer dans un autre, commence par stabiliser ton bien. Parce que c'est exactement comme que tu viens de dire. Oui, tu as de la liquidité après avoir fait ton acquisition, mais par contre, si tu t'embarques dans quelque chose d'autre, là, tu as 2 projets en même temps, tu as 2 chantiers en même temps, mais là, s'il te manque de cash ou de quoi que ce soit, qu'est-ce que tu en penses? Ça, c'est clair. Et ça me rappelle également ce que Lépine disait, Jacques Lépine. Qu'est-ce qu'il disait? C'est une interview avec Corey où il dit tu achètes, tu stabilises, tu achètes, tu stabilises. 100%. Parce que si tu fais j'achète, et souvent on va même financer le maximum. Quand tu as un petit bobo, tu n'as pas de liquidité pour c'est là que ça va mal. Là. Et ça va très mal. Exact. Donc, c'est vraiment acheter, stabiliser, acheter, 100%. Stabiliser. Parce que déjà que tu utilises la dette pour contracter un bien, si tu n'as plus de liquidité, ben là, tu vas aller chercher d'autres dettes à des taux d'intérêt. Tu n'as même plus la possibilité d'acheter d'autres dettes puisque tu es déjà... En plus. Fait que là, le type de dette que tu vas aller chercher, ça va être des dettes à haut intérêt. Fait que là, puis là, si ça continue de mal aller, comme ton histoire l'a très bien précisé que, OK, tu as eu ce bobo-là. Après ça, un autre bobo. Ah oui, un autre bobo. Hey, je travaille comme un fou, là. Juste pour injecter, là. Tu prends l'argent là pour aller payer ça, là. Je pouvais faire près de 80 heures semaine, hein. Et je pouvais faire près de 80 juste pour soutenir ta famille. Il fallait soutenir la famille, il fallait payer les factures qui rentraient. En plus. Hey, c'était vraiment roche. Mais top, comme tu as dit, tout ce qui t'arrive, comment tu as dit? Tout ce qui m'arrive est bien. Parce qu'en même temps, ça a forgé l'investisseur-développeur que tu es devenu. Bien évidemment, ça a vraiment forgé l'investisseur que je suis devenu. Moi, aujourd'hui, comme la présentant, je pilote 4 projets de front. Et ça ne va pas toujours au rythme que tu veux. Ou de la manière que tu voudrais aussi. Ou de la manière que tu veux. D'ailleurs, en ce moment, je devais être en train de creuser. Je devais creuser en octobre. Ce n'est pas allé comme j'ai voulu. Là, c'est reparti en 2026, 2025. Et même 2025, je me bats pour que ça aille comme je veux. J'étais avec mon directeur hier, il dit... Ton financement des 3 à la front, là, je ne suis pas sûr. Justement, on va commencer avec Henri. Il a dit à mon entrepreneur général, le directeur de compte vient de dire il va falloir qu'on priorise. Il dit, non. Mais juste pour dire que, avec cette philosophie de tout ce qui m'arrivait bien, ça permet de gérer le stress. 100% d'accord. Tu ne te plains pas de ce que tu vis, parce que c'est bien comme ça t'arrive, and then you learn from. Et 100% d'accord. Tu vois? Et c'est comme ça que tu gères ton stress. Et exact. Tu passes à travers ces éléments. Parce qu'on s'entend qu'un entrepreneur, un investisseur, c'est quelqu'un qui apporte des solutions à des problèmes. Toujours. S'il n'y a pas de problème, tu n'as pas de raison d'être. Exactement. Et j'avais écouté un YouTube de Dalio. C'est Ray Dalio. OK. Ray Dalio? Ray Dalio. Il dit, si tu n'as pas de problème, il faut que tu t'inquiètes. Mais si tu as des problèmes, sois content. Ah, ça, j'aime ça. Ça, j'aime ça. C'est ça. À quoi ressemblerait la vie si tu n'avais pas de problème? Oh, mais merci. Non, mais merci, parce que trop d'investisseurs, d'entrepreneurs veulent se lancer en business, veulent investir, mais ils veulent que ça se passe comme tout sur des roulettes. Il faut qu'ils aillent, que le plan de A à Z se passe à perfection, puis là, ils ont la confiance pour se dire, OK, j'embarque. Mais la réalité, c'est que, ça va pas se passer comme prévu. Jamais. Puis de 2, dis-toi que, justement, expect problem. Parce que... faut vivre les problèmes. Faut souhaiter avoir des problèmes. Parce que c'est comme ça que tu vas grandir. C'est comme ça que tu vas grandir. Et comme quelqu'un disait encore, si tu n'as pas de problème, c'est quoi ta raison d'être? Tu n'as pas de raison d'être. Non, exact. Et si tu veux fuir des problèmes, ben, va à 2 pieds sous terre ou bien tu vas à l'incinération, t'incinérer et puis that's it. Parce que, puis tu sais quoi, une autre chose qui est fou, c'est que même la personne qui a peur de se lancer en business, qui a peur de s'embarquer dans des choses qui sont casse-tête comme l'investissement immobilier ou des projets ou quoi que ce soit, qui vont aller vers plus la sécurité comme un emploi, un 9 à 5 puis tout ça. Mais même quand tu es dans ton emploi à 9 à 5 avec tes garanties, pas tes garanties, mais tes avantages sociaux puis tout ça,
tu vas avoir des problèmes. Tu risques d'avoir des problèmes de santé, des problèmes de couple, des problèmes d'argent. Tu vas avoir des problèmes d'une manière ou d'une autre. Fait que quel type de problème tu préfères choisir que tu as un meilleur retour sur ton investissement qui peut t'amener le style de vie que tu veux? Est-ce que la sécurité existe? Merci. Merci, pour vrai. Parce que j'ai vu des gens mourir pendant qu'ils mangeaient. Il s'est étouffé, il est mort. Il mangeait. Mhm. J'ai vu, on vient de couper 1000 emplois dans le domaine de la santé, non? Où on disait, ouais, c'est là où il faut aller parce que C'est garanti. Donc, il n'y a pas de sécurité. Puis même ceux qui rentrent dans le domaine de la santé, les heures, le temps double, les efforts qu'il faut qu'ils mettent, ils se font couper, ils se font bouffer une partie parce qu'ils font trop d'heures par le gouvernement. Est-ce que... C'est leur choix. Non, mais je veux dire, tu comprends? Fait qu'à la fin de la journée, choose your hard. Ouais. Parce que ça va être difficile d'une manière ou d'une autre. Il n'y en aura pas de facile. Choisir et subir. Exact. Tu choisis la voie de l'entrepreneuriat, tu subis l'insomnie, tout ce qui va avec. Choisis la voie de l'employé. La sécurité, soi-disant sécurité. Et puis, tu vis avec. On t'appelle, même quand tu ne veux pas venir au boulot, on te force de venir. Tu ne prends pas ton congé le jour que tu veux. Et à ta retraite, tu te retrouves, si je savais. Je vais te dire, j'avais un locataire, je ne vais pas prononcer son nom, qui avait travaillé, elle était rendue à 62 ans. Mm-hmm. Elle était informaticienne. Bon, ça l'est. Et elle m'a dit, Justin, j'ai parlé avec mon planificateur financier, je ne peux plus vivre ici, chez toi. Parce que le loyer est déjà au-delà de ce que je peux afford. Mm-hmm. Pour que je continue à vivre, il faut que j'aille hors de la ville de Québec. Et après ma retraite, je n'aurai pas des ressources pour vivre plus de 15 ans. Wow. Je veux dire, wow. Pourtant, c'était la championne employée. Puis c'est des bons salaires aussi, là. Des bons salaires. Est-ce que tu veux choisir cette sécurité que tu dis et te retrouver à 62 ans à te rendre compte qu'il te faut, tu as encore les revenus de 15 ans? C'est fou. À quoi ressemblera ta vie après les 15 ans? Puis tu réalises que tu ne peux pas prendre ta retraite, là, tu dois continuer. Tu dois continuer. Et là, je parle des années 2017 ou 2018, où on n'était plus en mesure de payer $850 de loyer. Wow. Je ne parle pas de 1800, là, 1500, là. De 850, elle n'était plus en mesure. Moi, je pensais que tu allais me dire le logement était à 1200, 1300, 1500, là. Mais non. Je parle 2020, juste avant Covid. Parce que juste pendant la période Covid, on pouvait commencer à travailler à distance. Oui, c'est vrai. Et donc, on a profité de ça pour dire, je vais aller dans la campagne où je ne pourrais plus... Écoute, et puis, les gens qui veulent investir, trop d'analyse. Aussi. 100%. On veut tout prévoir, on veut tout analyser. Non. Et même tout genre de simulation que tu vas faire, ça ne ira pas toujours comme tu as voulu. 100%. Puis le bon deal, tu ne vas pas le trouver. Ça ne va pas se passer sur ton fichier Excel. Pas en tout. Il faut que tu sautes. Explique-nous ton histoire. Ta deuxième histoire, c'est quoi? Ta deuxième histoire casse-cou. Parce qu'en plus, tu en as plein, là. Mais là, c'est juste deux, tu vas en partager. Vas-y. Faut que je me rappelle dans la deuxième. OK, la deuxième, c'est là où je vis même encore, là. Vas-y, explique. Voilà, j'ai mon projet. C'est en 6, je veux convertir en 12. OK. J'ai commencé en 2021. OK. Tout est planifié pour commencer à creuser en juillet 2024. J'arrive en mai, je dis au locataire, bon, vous voyez, j'ai renouvelé votre bail, mais il faut quand même qu'on s'organise pour que je fasse le projet en juillet parce que j'ai déjà seté toutes mes affaires. Les gars me disent, you crazy? On a déjà renouvelé notre bail, on ne bouge pas. Mais c'était quoi la propriété? C'était quoi la propriété, t'as dit? Je voulais convertir mon 612. Ah, sur ton 612. Puis là, c'est ce qu'on appelle un agrandissement. Oui. Mais je veux dire, sur les 6 locataires, tout le monde est parti, il reste juste lui ou tout le monde a accepté de... Il y avait un que j'avais pas renouvelé son bail puisqu'il avait dit que je ne... OK. Non, il y avait 5 qui... J'avais renouvelé le bail parce que moi, je voulais...
En matière de sécurité, je voulais me sécuriser que j'ai mon financement avant de dire je can get out. OK, je comprends. Je Tu comprends. vois? Oui. Encore ce point de sécurité. Alors, Ouais. si j'avais dit en janvier, ben, il faut des bons là, je vais m'organiser pour partir. Je n'avais pas vécu ça. Je comprends. Puis, je suis arrivé à un moment donné, on ne s'entendait plus. On allait en cours, j'ai perdu. Ah, c'est- J'ai 400 000 qui sont envolés dans le projet. Je dis, oh non, Justin, what are you doing? Et ce que j'ai appris, uh-huh. Vas-y. c'est souvent se prendre à l'avance, être patient aussi. Mhm. Parce que si j'avais été patient, si j'avais pris et dit, ben, possible, j'aurais mon financement, je vais prendre le risque de dire, ben, libère, même si en juin, il n'y a pas de monde, je vais supporter le paiement pour commencer mon truc. Mais là, toi, tu avais renouvelé, puis eux autres ont imposé leur droit de rester. Ouais. Et la loi 65 est arrivée. Boum! La loi 65. La loi 65 sur... Maintenant, si un locataire doit partir, c'est 1 mois de loyer, 1 mois. Bon, c'est vrai. Un mois de loyer équivaut à un an dans ton logement équivaut à 1 mois de loyer plus déménagement. Et puis, tu te retrouves et dis, waouh, là, je suis en financement. Le financement est tombé, pourtant c'était approuvé. Mhm. Je ne peux plus faire mon projet. Il faut que j'aille renégocier pour faire partie locataire. Les coûts augmentent systématiquement parce que l'entrepreneur général avait budgété sur l'année dernière. Là, on se retrouve en 2026, on se retrouve en 2025. Où est-ce que les prix ont Où augmenté? les prix ont augmenté et surtout, Les taux il y a d'intérêt? une grève qui arrive potentiellement, les taux d'intérêt. Puis mon 50 ans que j'avais dans l'ancien programme SHR a changé. Ah, tu calcules tout ça, tu dis, ben là, qu'est-ce que je fais? Uh-huh. I have to move forward. Ben oui, parce que là, tu es dedans, là. Tu es dedans, tu fais quoi? Tu peux pas faire reculons? Non, jamais. T'as Là, pas le choix maintenant, d'avancer. j'ai maintenant 2 locataires qui sont out, donc je vis avec. Puis là, tu supportes, là. Il faut supporter. Tu fais comment? Tu dois supporter. Tu dois supporter l'hypothèque, là, puis les Tu dois frais, les supporter. dépenses. Tout, tu dois supporter. Donc, à un moment donné, tu dis, c'est ça la joie de l'entrepreneuriat. 100%. J'aime comment tu l'as dit. C'est ça la joie. C'est ça la joie. Hein? Et tu dois passer à travers. Et quand tu vas finir, on va dire, il était chanceux. En plus, quand il va voir le beau 12 il va logements, dire, il était je suis chanceux. développeur immobilier, moi, je veux faire Non, comme non, lui. Non. Mais tout ce qui arrive est bien. Et c'est ça qui te permet de passer à travers. 100%. Tu dirais quoi? C'est quoi les 3 choses que quelqu'un qui veut faire du développement immobilier devrait savoir? Il doit savoir trouver des bons deals. Que ce soit l'immobilier traditionnel ou le développement, il faut savoir trouver des bons deals. Mhm. Pourquoi? Parce que souvent on dit le profit se fait à l'achat. 100%. Quand tu trouves des bons deals, tu trouves facilement les investisseurs. OK. Je prends par exemple le cottage qu'on a acheté, Mhm. ça a été financé 100% OK. par l'équité sur le projet. Je comprends. Parce qu'on a acheté à 220 en bout de ligne, puis ça va à 500 La valeur, 000. je comprends. Et on est passé à travers. Deuxième chose, qu'un investisseur doit... Il faut foncer. That's it. Foncer. Tu as beau calculer, tant que tu ne prends pas action, Mhm. tu restes toujours au point de départ. Je comprends. Il est préférable, moi je pense qu'il est préférable de foncer et se casser la gueule, et tu as appris, et tu ne vas plus faire la même erreur, surtout si tu as appris de cette erreur-là. 100%. Moi je dis souvent que une erreur n'est erreur que si tu n'as pas appris de cela. Mhm. Aussitôt que tu as appris de ton erreur, c'est plus une erreur. Ça, c'est vrai. C'est un apprentissage. C'est un apprentissage. Donc, on va dire, il faut foncer. Mhm. Il faut... C'est quoi Le premier, c'était trouver les bons deals. Trouver des bons deals, il faut foncer. Le troisième, Et le troisième, je vais te dire, bien s'entourer. pourquoi? Bien s'entourer parce que, quel que soit le problème que tu vis, Mhm. fort probablement, quelqu'un quelque part a déjà vécu ça et peut te donner C'est vrai. partager son expérience. Mhm. Et quand tu es bien entouré,
ça peut te faire des grands bons. Aussi. Je vais prendre un cas très simple. Je suis dans un projet où, parce que je suis bien entouré, quand j'avais commencé à faire ça, ça m'a pris 1 an. Quand je me suis entouré, le même contact, ça m'a pris 1 an, la personne qui m'a entouré a eu le même contact en 2 semaines, il avait la réponse. Wow. Pourtant, ça m'a pris 1 an. Toi, à avoir la même réponse. Pour avoir la même réponse. Et quand je suis venu avec la réponse, quand lui, il est arrivé, il m'a dit, même ta réponse là, il faut ajuster ça. Wow. Et il est allé au contact et en 2 semaines. Pourtant, ça m'a pris 1 an. Wow. Donc, il faut bien s'entourer. Ça va te permettre de faire des grands bons. Une autre question j'ai pour toi par rapport... Je sais pas par où commencer là, mais... Non, mais parce que j'aimerais ça que tu partages la réalité... Non, comment je pourrais t'amener la question? Quand on embarque dans du partenariat, la vision long terme, à quel point c'est important. Parce que souvent, on en parlait off-cam, les gens vont vouloir investir. Et soit tu as le partenaire qui a trouvé l'opportunité, tu as la personne qui amène l'argent. Là, des fois, le projet, effectivement, il va arriver plein d'obstacles. Puis souvent, les gens vont vouloir sortir leur argent, ça ne se passe pas comme prévu. Yeah. Ils sont impatients, ils veulent le résultat tout de suite. L'importance d'être patient et que l'immobilier, c'est sur le long terme, il faut avoir une vision long terme. Peux-tu nous partager l'histoire des investisseurs là? Ouais, l'histoire des avec investisseurs. Le zonage et tout ça. C'est ça. Ben, en fait, tout va toujours avec la patience. Si tu vois, depuis, je ne fais que parler de patience, persévérance. C'est vrai. Quand tu veux aller en partenariat, la première chose, c'est il faut toi que tu comprennes ce dans quoi tu t'embarques. On t'a présenté un deal. Est-ce que tu as compris c'est quoi ce deal? Est-ce que tu as compris c'est quoi le but de ce deal-là et pourquoi tu mets ton cash dedans? Pas juste qu'est-ce que la personne t'a dit, mais est-ce que tu as fait tes devoirs, de vérification diligente pour t'assurer que tu as bien compris le deal dans quoi tu t'embarques? Parce que si tu n'as pas bien compris, la première fois qu'il y a un petit bobo, tu vas dire, ben, on m'avait trompé, on m'avait arnaqué. Et tout ce que tu peux t'imaginer, surtout quand c'est ton premier partenariat. Mais quand tu rembarques dans un deal et que toi-même tu as compris déjà c'est quoi ce qu'on fait, et tu as compris que les chiffres qui sont avancés et à ta mesure de challenger les chiffres. Comme je dis, celui qui apporte le deal, il peut se tromper. C'est toi qui embarques, tu peux aussi te tromper. Mais si tu fais ta due diligence, ça peut sonner des lanternes, c'est ça. Du coup, dans cette transaction-là, et puis, ils étaient ceux qui ont apporté la liquidité, et ils étaient épuisés. Puis ça, pourquoi? Parce que ça a pris plus de temps. Puis là, on parle, c'est tes étudiants, là. Ouais. Tu as un étudiant qui a trouvé l'opportunité, tu as un étudiant... qui a de la liquidité, tu les mets ensemble. Parce que tu dis, bah, ça, c'est une opportunité. Toi, au lieu de laisser le dollar dormir dans ton compte bancaire, ben, mets ce dollar-là ici pour qu'on puisse aller faire ce beau projet. Et puis, non, ça traîne beaucoup. À la ville? À la ville, l'acheteur et puis toutes ces affaires-là. Quand je dis souvent, en développement immobilier, il faut compter minimum 18 à 24 mois. Minimum. Entre le jour où tu as déposé ton offre d'achat et le jour où tu remets la clé au locataire. Quel que soit le projet. Calculé en 18 et 24 mois. 18 et 24 mois minimum. Tu n'as pas le contrôle sur ce qui va se passer à la ville. On est dans la ville, je ne vais pas donner le nom de la ville. On est dans une ville où ça fait plus d'1 an, on a déposé la demande de permis. OK. Plus d'1 an. Plus d'1 an? Plus d'1 an, on a déposé la demande de permis. OK. Et jusqu'aujourd'hui, on ne sait même pas quand on aura ce permis. Le financement est même déjà approuvé. On ne sait pas quand on aura le permis. Mais tu gères ça comment? Tu es obligé de vivre avec et de supporter. Donc, quand tu embarques dans ces choses-là en termes de partenariat, il faut que tu comprennes vraiment dans quoi tu embarques. Okay. Et te dire, ça peut ne pas donner ce que j'avais voulu, mais en bout de ligne, est-ce que c'est win-win? Est-ce que c'est gagnant pour toi? C'est ça. Donc, pour finir, l'impatience, et puis ils ont décidé de vendre.
Fait qu'il avait acheté combien? Ils avaient acheté 300 000 ou 320 000. Fait que là, l'impatience est embarquée. Bon, ils ont un petit peu de vendu. friction. Fait que là, ils ont forcé la vente. On a forcé la vente. Ils ont vendu à combien? 870 000. Ils ont acheté combien, t'as dit? 320 ou 300 000. Puis ils ont vendu? 870. Ils ont quand même fait un profit. Ah oui, 500 000. Mais là, l'histoire ne se termine pas Mais là. l'histoire se termine pas là parce que celui qui a acheté, lui, il a mis en vente à 5 millions et quelques après construction. Fait qu'eux autres, ils ont pris leur T4 combien d'années plus tard? Donc, on a commencé en 2022 ce projet-là. OK. Et en 2023, ça a été vendu. En 2023, ils ont vendu 800 000. Ouais, mais ils ont valorisé. Il faut dire qu'ils ont acheté, c'était un triplex qu'ils ont acheté. On est allé sur ce triplex-là, conçu un projet pour faire 2-6 logements. OK. On a amené jusqu'au permis. On a obtenu le permis. Et ils ont vendu le projet. OK. Et un entrepreneur a acheté le projet. Et Il a développé le projet. Il a mis sa pelle pour démolir et commencer à construire et à lister à vendre à 5 millions. À 5 millions. Ah oui. De 800 000 à 5 millions. De 800 000 à 5 millions. La patience. La patience. Le nerf de la guerre, la patience. Je lui dis, ouais, tu penses que c'est un fou qui va acheter ton truc? Tu penses qu'il est fou? Il veut se faire du cash. Donc, s'il achète, tu penses qu'il y a quelque chose quelque part. Et même l'entrepreneur qui était dans le projet, il voulait lui-même acheter, dire, écoute, arrête là. Tu peux pas avoir soumission sur un projet. Maintenant, quand on me vend, tu diras, je vais me pointer, je vais acheter. Donc, la patience. Si on avait été patient, s'ils avaient été patients, je pense qu'ils auraient fait un très bon deal. Ça, c'est sûr. Et justement parce qu'il y avait un très bon deal à la base pour un terrain sur lequel tu pouvais mettre 12 logements dans cette ville-là, c'était valorisé à 70 000 la porte. Wow. Pour t'en acheter à 300 000. Si tu fais ton 300 000 divisé par 12, c'est aux alentours de 36 000. 300 000 divisé par 12, tu vois combien la porte a été achetée et ça fait plus de 100% de profit. Juste parce qu'on a valorisé. Wow. C'est pourquoi c'est bien le développement, ça prend la patience. Mais il y a quelqu'un qui m'avait dit, Justin, je préfère attendre et faire un bon deal que de courir et de faire un mauvais deal. Qu'est-ce que tu penses de ça? Mais c'est clair, c'est clair. Mais il ne faut pas, parce qu'on est toujours en train de courir à faire de bons deals, à rester totalement patient. Il faut également rester dans ton timing des objectifs. Nous sommes en début de l'année, chacun a fixé un objectif. Moi, c'est par exemple faire mes 3 projets de front, plus les étudiants que j'accompagne, plus l'acquisition des entreprises que je veux faire. Il faut que ça se réalise. Donc, 100%. je suis là, I have to put d'énergie, mettre le plus possible pour pouvoir arriver. Donc, ce n'est pas parce qu'on a dit attends le bon deal que tu vas rester à attendre le jour où le bon deal va venir. Puis juste et dire analyser. comme attends le deal. J'attends le deal. Donc, tu dois courir à aller chercher ce deal-là. Si ça prend du temps, mets plus d'efforts pour aller chercher le bon deal. Tout à fait, tout à fait. Et avec ton entourage aussi, ça te permet aussi d'avancer rapidement. 100%. Puis là, du côté... quand on est développeur immobilier, parce qu'il y a beaucoup de monde qui trouve ça attirant, intéressant, mais comment que tu te fais rémunérer? Comment ça fonctionne? Parce que comme tu viens de le dire, si tu embarques dans un projet en tant que développeur immobilier, tu dis, sois patient, le nerf de la guerre, mais calcule 18 à 24 mois. Ouais. Comment tu te fais payer à travers ça? En plus, tu as des... comment je pourrais dire? Tu as l'opérationnel, tu as des choses à soutenir financièrement, tu as des charges financières à soutenir. Comment ça fonctionne le taux, puis comment tu te fais payer? Tu dois cadencer tes sorties de liquidité. Tes take-out? Ta sortie de liquidité. OK. Il faut payer telle personne, il faut payer telle personne. Tu dois cadencer. OK. Puis, comment tu te payes? Tu te payes en tant que... Il y a une rubrique dans le budgétaire qu'on appelle frais de développement. OK. Et c'est à partir des frais de développement que tu te payes. Tu vas, par exemple, te payer 3, 4, 5, 6, ça peut aller jusqu'à 8% du coût du projet. OK. Donc, c'est avec ça que le développeur se paye. Et aussi, tout à fait ton tout premier, ça te donne cette liquidité pour pouvoir faire d'autres. Et en tant que développeur, tu vas commencer ton premier.
Pendant que tu es en train de peut-être creuser le premier, tu dois enclencher le deuxième, et ainsi de suite. Sinon, tu vas te retrouver une année, j'ai rien à faire. Que tu as fini un projet, puis là, c'est comme, OK, t'as rien devant Qu'est-ce que toi. je fais après? Donc, comme là, maintenant, dans ma planification de 2025, je dois faire les 3 de front. Et je suis là rendu au moment de travail de financement. Et je commence déjà à chercher pour 2026. OK. Parce que les 3 d'aujourd'hui vont finir aux alentours de juin 2026. Et après, qu'est-ce que je fais? Donc, je commence à travailler sur les prochaines deals. Ben oui. Sur lesquels, pendant 2026, je vais commencer à mettre les architectes, mettre toute l'équipe en place pour... Ben oui, parce que comme tu l'as dit aussi... Pour creuser 2020, livrer 2027. Parce que aussi, comme tu l'as dit, il y a la période aussi, les délais pour avoir les permis, les soft costs, aller chercher les plans, blablabla, les ajustements, tout ça, les échéanciers aussi qui risquent de dépasser. J'avoue que tout est dans la préparation, dans le fond. Beaucoup de préparation. Et mais souvent, ce que je dis, c'est qu'entre 2 rencontres d'architectes, tu as peut-être 2 semaines. Okay. Pendant les 2 semaines, qu'est-ce que tu fais? Tu continues à chercher d'autres deals. Je comprends. Tu vois? Et c'est ça. C'est comme ça que moi, je manage là. Je me lève le matin, je sais que comme hier était vendredi. Cette semaine-ci, j'ai eu beaucoup de va-et-vient avec l'architecte parce que la ville nous a répondu. OK, bon, la ville a dit ceci, voici les commentaires. OK, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. L'architecte fait et revient, back and forth, back and forth. Et là, maintenant, j'ai fini ce que j'avais comme recommandation. Elle va aller pour finir et puis j'envoie à la ville. Quand c'est parti à la ville, il y a l'évaluateur. L'évaluateur essaie de faire ça, fait l'évaluation, voici le loyer projeté. L'évaluateur a déjà sa job. Après, tu vas aller voir l'arpenteur. Sors-moi le certificat de localisation pour que je prenne, j'envoie à la ville pour le permis. Entre-temps, tu as tes valeurs projetées de location. Tu as le certificat de location. Tu as le plan pour permis. J'envoie à l'entrepreneur général. Sors-moi la soumission pour une cotation de prix. Et entre-temps, tu vois le banquier. Hey, j'ai ma cotation de prix. Ça va coûter tel montant. Voici la valeur projetée donnée par l'évaluateur. Voici la valeur projetée de loyer. Ça ressemble à quoi le financier? Est-ce que mon financier est à mesure de me dire je suis prêt à te financer à tel montant et le coût projet de construction à tel montant? Il faut absolument que ton coût de construction soit en dessous de ton coût de la valeur projetée de financement. Sinon, tu fais quoi? En plus. Donc, on essaie de manager dans ça et puis c'est... Moi, je vois, tu as une casquette comme tu as des chargés de projet. Je comprends. Tu assignes, et puis on te revient, tu assignes, tu coordonnes, c'est ça. Comment qu'on développe ce talent-là? Est-ce que tu l'avais déjà? Ben, j'avoue, même pas, tu m'as dit, ton ancienne carrière avant d'embarquer en tant qu'investisseur développeur, tu faisais de la statistique? J'ai fait la statistique, j'ai fait la mathématique, l'informatique aussi. Mais comment tu développes ce talent-là de pouvoir gérer des projets, gérer différents quarts de métier, les échéanciers, puis tout ça? Comment ça se développe? Comment tu l'enseignes à tes étudiants qui veulent faire la même chose? Mes étudiants, je les supporte dans ça. OK. Et je leur dis, je ne veux pas que tu sois dépendant de moi après ton premier projet. Okay. Après ton premier projet, tu dois voler de tes propres ailes et supporter ce qui arrive. OK. Il faut que la connaissance ne s'arrête pas à toi, ça se transmette. Mais comment tu te rends là? Donc, quand je dis, par exemple, on va prendre un projet de A à Z. Je vais dire, on a spoté un terrain ou bien on a spoté une vieille bâtisse qu'on va densifier. Je lui dis, voici la vision que j'ai. Alors ici, je pense qu'on peut mettre peut-être 3 logements, on peut augmenter 6 logements pour que ça devienne un 12 ou un 9. J'ai cette vision-là, je lui présente ça à haut niveau, de façon imaginative. Là, on va dire maintenant voir l'architecte, dire, monsieur l'architecte, voici ce que j'ai dans ma tête là, voilà un peu ce que je vois. Que penses-tu? L'architecte va prendre et puis essayer de dessiner, ok, ça ressemble à quelque chose. Souvent, ce que l'architecte a dessiné, ça tombe pile poil dans ce que moi j'avais visualisé. Et pendant ce temps-là, l'étudiant est assis à ses réunions et apprend. OK. Et après ça, on va dans notre corps de métier, il va assister aussi à la rencontre et apprendre. Donc, c'est learning by doing. Mais là, en support de cours, en développement immobilier, en acquisition des biens immobiliers aussi.
C'est pourquoi j'ai dit, moi, je dois travailler. Je travaille juste avec des gens qui ont déjà des prérequis d'investisseurs immobiliers. Parce que quand il arrive, je vais plus m'asseoir et lui dire, voici comment on calcule la rentabilité d'un bien. Non. Non. You already know to do that. Donc, je l'amène directement, on travaille sur les projets et c'est comme ça qu'il apprend. À la fin du projet, il a la mesure de répliquer. Je comprends. Ouais, c'est ça. Puis, tu as volé ma ligne de pensée, mais qui m'amène à ma prochaine question. Est-ce que quelqu'un qui débute en immobilier peut directement jumper puis aller faire ça? Ou c'est mieux de commencer par ta première acquisition, tu te fais les dents dans ton carré de sable, tu te plantes, tu te salis les mains, puis après ça, avec l'expérience que tu as acquis après ça, tu es plus apte à aller dans quelque chose de plus gros? C'est comme si, je vais prendre une petite analogie, un peu sortie. C'est comme si on dirait, faut d'abord apprendre à faire ceci avant de faire cela. Mm-hmm. Tu peux commencer directement ici Mm-hmm. et apprendre directement là-dedans. OK. Moi, j'ai eu un étudiant qui a commencé directement dedans. OK. Mais je suis là pour le supporter. Mais si tu débarques sans expérience, sans accompagnement et dis tu le fais, tu risques de te casser le nez. OK. Mais tu peux, avec un support, le faire. Avec un qui te supporte. Et puis, ça va aussi aller comme l'immobilier. Tout s'apprend. Et puis, 100%. C'est ça, c'est ça. Mais tantôt aussi, on parlait... Mais non, c'est ça. Mais plutôt, toi, du côté de ton coaching, est-ce que tu prends les gens qui ont même pas fait la première étape? Non. Moi, pour venir t'asseoir à côté de moi, soit sûr que tu connais le b.a.-ba de l'immobilier, soit sûr que tu as déjà investi en immobilier. OK. Tu as au moins fait ta première acquisition, tu as augmenté ta valeur nette. C'est ça. Tu as une certaine valeur nette pour embarquer. Là. Pourquoi? Parce que rendu là, tu as déjà compris le b.a.-ba de l'immobilier. Je ne verrai pas à mon coaching pour commencer à t'expliquer comment calculer la rentabilité. Je comprends. Je serai à mon coaching pour te dire, déjà on travaille sur projet. Et je t'explique dans le projet et ça, tu le caches directement. OK. Donc, c'est pourquoi venir, tu n'as jamais investi en immobilier. Quand je vais te parler de 1 million, tu vas ouvrir les yeux parce que 1 million pour toi, c'est beaucoup. En développement immobilier, 1 million, c'est comme le basic. Donc, on parle de 10 millions, 30 millions, 40 millions, 100 millions. Donc, ce n'est pas encore rapproché de ce genre de montant. Et puis, donc, il faut avoir déjà fait ta première transaction. 100%. Ouais. J'aime ça. Fait puis, peux-tu nous résumer ton coaching? C'est quoi? Parce qu'on en a parlé, on a glissé des mots ici et là, mais je ne t'ai pas posé de questions sur le coaching. Le coaching, comment t'aides les étudiants? C'est quoi la niche, etc.? La niche, dans le passé, j'ai fait le coaching en immobilier, mais depuis 2024, je me suis spécialisé vraiment dans la valorisation, la densification et des biens immobiliers. OK. Ça veut dire quoi la valorisation? Ça veut dire que je vais prendre un bien, peut-être un terrain, et je vais mettre le plus de biens, de plus de portes sur ce terrain. OK. C'est par exemple un terrain de 3 loges. Je prends le cas de Gatineau. Le terrain, on a acheté, la personne avait mis un triplex dessus, avait un plan pour triplex. OK. On est rentré, on a amené à un plan pour 5 logements. Donc voilà comment on a maximisé le potentiel de ce terrain-là. OK. Donc je vais travailler sur de tels projets. Je vais par exemple travailler aussi sur des projets comme on va acheter une vieille maison, on va démolir, construire, on va acheter des garages, démolir, faire construire. Je vais également travailler sur des projets de densification des biens existants. OK. Par exemple, tu as un triplex ou bien tu as ton parc, tu as arrêté Justin. J'ai un parc immobilier. Je soupçonne peut-être qu'on peut faire quelque chose là-dedans. Donc, je vais rentrer avec toute l'équipe et voir comment est-ce qu'on peut amener ton parc à son plein potentiel. Et je l'ai fait pour moi-même. Avec qu'est-ce que tu as d'existant là? Même pas avec des nouvelles acquisitions. Même pas avec des nouvelles acquisitions. On est toujours en train de courir à acheter des nouveaux. Mais est-ce que ce que tu l'as, tu t'es bien occupé de ça?
100%. Puis est-ce Et- qu'il n'y a pas des pépites d'or, là, un bon potentiel C'est ça. Comme on dit, tu es assis sur une mine d'or et que tu ignores. en plus? Et moi aussi, j'avais ignoré. J'ai pris par exemple mon quadruplex que j'ai acheté en 2020. Et après avoir fait mon cours de développement immobilier, j'ai dit, ah ouais, je pouvais. Et là, j'ai pris le 4 logements, j'ai mis en 12, Wow. le même bien. Et j'ai pris l'autre 4, j'ai mis en 8, le même bien. J'ai pris le 6 que je mets en 12. Voilà comment j'ai augmenté mon propre parc de plus de 200%. Wow. En termes de nombre de portes, en termes de valeur. 100%. On passe de près de 2 millions à plus de 10 millions de valeur. Tu vois? Donc, c'est un peu ça. Et ça, c'est aussi, ça vient contribuer à... La densification vient également contribuer à freiner l'étalement urbain. Qu'est-ce que tu veux dire? Parce que tu as déjà ton petit triplex ici. Et sur ce triplex, tu pouvais mettre un 12. Et ça veut dire que c'est 12 personnes, c'est 9 personnes de plus qui peuvent habiter Sur le même lot. sur le même lot. Si on n'avait pas amené ces 9 personnes de plus sur le même lot, ces 9 personnes se retrouveraient peut-être à 3 km, 10 km, 20 km de la ville. 100%. Et là aussi, c'est l'étalement urbain, ça demande beaucoup d'énergie. À la ville, ça demande la consommation de gaz à effet de serre pour ramener ce monde, ou bien leur voiture qui... 100%. C'est un peu ça. C'est pourquoi, depuis 2024, là, j'ai dit, il faut qu'on arrive à travailler la densification de nos villes au lieu de courir toujours l'étalement. Et puis, il y a un nouveau concept qui arrive et qui se fait aujourd'hui. Des gens vont acheter des centres commerciaux et ajouter du résidentiel dessus. Oui, Et c'est vraiment du wow, ça. 100%. Ça se faisait à BC, mais c'est rendu chez nous à Québec. Il y a un qui a acheté 3 centres et puis il ramène plus de 10 000 logements là-dessus. C'est wow. Mais ils prennent partie du stationnement? Même pas nécessairement. Même juste bâti au-dessus. Au-dessus de On va aller plus en hauteur. On va aller... C'est vrai. C'est vrai parce que les centres commerciaux, souvent, c'est juste... C'est même pas tout. Beaucoup, admettons, si je prends le Carrefour Laval, c'est juste sur un étage. Il n'y a pas... whatever. Il n'y a pas un deuxième étage pour tout le stationnement. C'est ça. Pour tout le centre commercial. Mais effectivement, sinon, tu as toute la hauteur qui est disponible. Puis les bâtiments alentours sont souvent en hauteur. Et c'est des coins extrêmement bien positionnés. 100%. Tu peux pas avoir meilleure localisation. C'est ça, meilleure localisation. Pourquoi donc ne pas chercher des trucs suffisamment bien positionnés et travailler plutôt sur la densification qu'à courir, aller loin pour chercher des biens immobiliers? Peux-tu nous partager une pépite d'or, là? Une pépite d'or pour les gens qui nous écoutent. Comment qu'on peut trouver une opportunité, là? Je sais que tu as plusieurs trucs que tu partages à tes étudiants, mais si tu en avais un pour ceux qui cherchent au centrisme, hors marché, peu importe, comment, avec son œil de lynx, c'est en mesure de, OK, boum, il y a une opportunité là? Ouais. Comme je le disais à mes étudiants, et je dis toujours, et je continue à dire, le marché est devenu vraiment solide et on a plein de compétiteurs sur le marché. Mais ce qui va faire la différence, c'est la façon de voir ton bien. Quand tu vois un bien immobilier, la question que tu devras te poser, c'est qu'est-ce que je peux faire de ce bien immobilier? Pas juste, OK, je l'optimise, j'augmente les revenus. Non. Pensez plus loin. Pensez plus loin. J'ai ces maisons unifamiliales. Est-ce que je peux... Le zonage me permet de faire peut-être un quadruplex, un triplex, un 5 logements. Comment je peux viabiliser ce bien, à l'amener à son plein potentiel? C'est ça. Et c'est ça qui va faire la différence entre des investisseurs. On dit, il n'y a plus de biens immobiliers, il n'y a plus de biens, d'opportunités sur le marché. Il y a toujours des opportunités. Toujours des opportunités. Toujours. C'est la façon dont tu vois. Et si tu te poses la question, comment je peux rendre plus viable ce bien, tu verras toujours qu'il y a des opportunités. Ça ne va jamais s'afficher sur un synthèse opportunité. On ne va jamais écrire dessus opportunité. Et si on avait écrit dessus opportunité, tu ne trouveras jamais. C'est tellement vrai. Puis tu sais, les propriétés qui mettent le tag
opportunité, Ah, c'est oui. les reprises de finances. Et Oublie que ça. quand les banques mettent reprise de finances, les gens pensent une opportunité. Oublie ça. Puis même là encore, ça fait exactement le même effet. Ah. Reprise de finances, tu as 10, 15, 20 personnes qui se Exactement. battent, puis c'est le plus offrant qui finit par l'avoir. Non, c'est ça. Non, moi, je regarde pas les reprises de finances. Moi, chaque bien je prends, quand je m'assois sur Centris, je regarde. Ma question, je me pose, ça ressemble à quoi la grandeur de ces terrains-là? Que dit le zonage? Après, qu'est-ce que je peux mettre comme bien ici? Est-ce que je peux mettre un 6? Est-ce que je peux mettre un 8? Est-ce que je peux mettre un 10? Ah oui, je peux mettre un 10. Ok, je m'en vais sur mon truc, je dessine comme ça, parfait. Là, je commence à dire, ok, il faut que j'aille voir mon architecte, il faut que je vois mon courtier, essayer de voir qu'est-ce qu'il y a une offre d'achat dessus. Et c'est comme ça. Comment tu bâtis ton équipe en tant que développeur? Parce que là, c'est pas juste une question de, tu sais, un acheteur qui achète généralement son équipe, l'équipe de professionnels, ou comme le club investisseur, le club investisseur immobilier appelle ton équipe de rêve qui va être ton courtier immobilier, inspecteur en bâtiment, notaire, avocat, blablabla, comptable. Mais quand on est développeur, tu as une autre sorte d'équipe. Ouais. Plus sophistiquée, si je peux dire ça comme ça. C'est quoi le... Tu as une équipe, qu'elle soit sophistiquée. Tu as une équipe, on peut dire comme ça. Ben, tu vas beaucoup te rapprocher de l'arpenteur qui rapidement va dire, je pense que le zonage peut permettre de dire juste en fonction de le ratio stationnement et tout ça. Un arpenteur qui connaît le coin parce que... Ouais. Un arpenteur de Québec, peux-tu faire la... Y es-tu bon à Montréal? À haut niveau. OK. Il ne va pas aller dans les textes, mais il sait lire une grille de zonage, il sait comment aller fouiller la réglementation de l'urbanisme. Et puis il va te dire, bon, je pense ici on peut faire 6 logements. Okay. Le nombre de stationnements ici, peut-être ratio stationnement, c'est 5 logements maximum. Parfait. Puis tu as ton bras droit qui est ton architecte. Il dit, oui, j'ai une idée folle de faire un 5 logements. Que penses-tu? Lui va prendre, essayer de dessiner, sans mettre beaucoup d'heures là-dessus, dessiner. Je pense que ça a du sens. Et là, c'est parti. Là, maintenant, tu travailles pour voir l'étirement de la promesse d'achat le plus, comment ça va conçoit le concept architectural qui permettra d'aller à la ville pour dire voici l'idée, projet qu'on a et ainsi de suite. Puis, donc, tu as ton arpenteur, tu as ton architecte, tu as ton évaluateur, ça s'est rendu loin là. L'évaluateur va dire ok, voici la projection de loyer. Sur la base de cette projection de loyer, voilà la projection de la valeur de l'immeuble à la fin de la construction. Pour que tu puisses aller prendre cette évaluation-là pour le présenter à la banque. Pour le présenter à la banque. Par contre, quand tu vas avoir ton directeur de compte ou bien ton courtier hypothécaire. Qui se spécialise aussi. Dans le développement immobilier. On a oublié de pas notre courtier. Hein? Ben oui, il faut le courtier. Le premier là. Parce que c'est le premier parce que le courtier, c'est lui qui doit savoir aller dealer avec le courtier vendeur pour dire, hey, déjà, avant de rentrer une offre, voilà ce que nous on a comme vision. Si tu es trop pressé, si tu crois que c'est dans 2 jours, oublie ça. Non, parce que chaque dollar que tu sortes, tu dois te rassurer que tu vas la rentabiliser. 100%. Parce que ça monte très vite les coûts. Et pas juste un 1 pour 1, là. Il faut que ça soit un pour... un pour quelque chose. Exactement. X, là. Ouais, c'est ça. Donc, tu as ton équipe qui est en place et tu as aussi l'entrepreneur général. Quand tu es rendu, tu as dessiné. Souvent, ce que je dis, c'est que l'architecte, il est dans ses nuages. Il va aller dans loin, il dessine et puis... Mais tu as ton entrepreneur général. Qui le ramène à la réalité. Oui, c'est beau de dessiner là, mais il faut qu'on contrôle les coûts. True. Et c'est cet entrepreneur général qui va dire, là, si tu mets tes produits, tes matériaux. Ouais, tes matériaux, ça risque de nous faire exploser. Donc, c'est vraiment une équipe qui est constituée, avec qui tu travailles pour pouvoir arriver au résultat. J'aime ça. On parlait justement, on vient parler de dépassement de coût et tout ça, puis on parlait du 1 pour 1, mais c'est 1 pour X, pour que ça vaille la peine, pour que le projet vaille la peine. Mais rapidement, les soft costs pour un projet comme ça, comme juste pour les plans, parce que la première fois qu'on m'a parlé d'un plan, je me rappellerai toujours, on me présente un plan, puis là, je vois le plan, il est beau, il est bien, puis c'est même pas le plan final de l'architecte, là. Plan pour soumission, plan pour permis. Exact, plan pour permis. C'est ça. Là, je dis,
c'est combien un plan comme ça? Il me dit, ah, ben, 15 000, celui-là est 30 000, mais le final, en tout et partout, ça peut monter à 100, 150. Ouais, mais 500 000, 1 million, oui. Pardon? Répète-nous ça. Et on a eu des projets sur lesquels le plan, c'est plus de 500 000, oui. Le plan, Oui, juste le plan, oui. plus de 500 000. Oui. Faut pas voir ce que tu payes, il faut voir ce que tu as. Hmm. Tu peux payer un plan à 5 000 et tu auras pour 5 000. Tu peux payer un plan pour 15 000, tu auras pour 15 000. Ça, c'est sûr, c'est certain. Donc, ce n'est pas le prix que tu payes qui est important, c'est qu'est-ce que cela t'apporte. Mhm. Tu peux avoir le plan à 500 000, Ouais, mais qui te rapporte genre 5 millions. mais plus. Et en plus. Imagine un instant que tu te retrouves dans un projet où le plan pour 100 000, Mhm. tu as dit c'est 150 logements. Le plan pour 500 000, tu dit 400 logements. Tabarouette. Qu'est-ce que tu choisis? 500 000, là. Let's go. 400 logements. C'est ça. Donc, ce n'est pas le prix que tu paies, c'est qu'est-ce qui t'apporte. Qu'est-ce qui t'apporte? Puis de toute façon, c'est pas un one shot. C'est pas one shot. Tu le fais progressivement. Progressivement. Ouais, c'est ça. Dans ton premier dollar, tu vas payer pour ton plan. Déjà, tu as le budget pour l'ensemble. Mhm. Et après, tu vas morceler en fonction de l'évolution. Le plan pour soumission, le plan pour permis, Mhm. il va esquisser, puis on va envoyer à la ville va faire des commentaires, il va dessiner, et puis il va dire, OK, le plan pour soumission va coûter ceci, ainsi de suite. Et la surveillance des chantiers, ça va avec, hein? 100%, 100%. Dans les soft costs, tout dépend du projet. OK. Tu peux avoir des gros projets où le soft cost a plus d'2 million même. Juste pour les soft costs. Oui, là. juste les soft costs. Si tu payes 600 000, 700 000 ton architecte, tu payes ton évaluateur combien, ton consultant en cours. Les permis. Les permis, juste le permis, ça coûte quoi? Je prends mon tout petit projet de 612, là, le permis a coûté 9000 pièces. OK. Et je suis dans un autre projet de 412 où les frais de branchement coûtent plus de 10 000 $. Wow. Puis dans frais de permis, tu as les frais de branchement, tu as les frais d'architecte. Les chiffres ne doivent pas faire peur. Mhm. Tout ça est financé par le projet. Je comprends. Donc, tu vas faire souvent des avances de fonds, mais à la fin, tout ça rentre dans le budgétaire du projet et dit, OK, on a dépensé tel montant en soft cost et puis tout est financé. Boom. Tu le payes aussi par le projet. C'est ça. Puis aussi, tu as au take-out. Tu as le take-out. Mm. Surtout quand le taux d'intérêt est très bon. Ah oui, effectivement. Mais le promoteur ne se paye pas par le take-out. Le promoteur se paye par ses frais de promoteur. Puis le take-out, tu le vois comment? C'est toujours bien. Plus tu récupères, tu peux aller faire d'autres projets avec. Je comprends. Que Je de comprends. garder dans le projet. Là, on va wrap it up, mais où tu te vois d'ici 10, 15, 20 ans? Et il me faut bâtir 1 milliard. Wow. Pourquoi? Pourquoi? Cette fin d'année, je me suis couché. Parce qu'on parle souvent de qu'est-ce qu'on veut faire, mais c'est quoi ton why? Pourquoi tu veux faire ça? C'est un défi que je me suis donné. OK. Je me suis donné, j'ai dit, il y a du monde qui font 1 million. Il y a du monde qui font 1 milliard. Et plus. Qu'est-ce qu'ils ont de différent? Je te jure. tu sais, je me suis rendu à cette même constatation-là parce que pour vrai, je veux prendre ton chemin de développeur immobilier. Puis tu sais qu'est-ce que j'ai réalisé à la base? Quand tu prends les gros développeurs, Brocolini, Rosefellow, les gars, c'est tout simplement des gens qui ont juste pris cette décision-là. Ah ben moi, non. Ben, je peux aller là, mais non, moi, c'est cette direction-là. Ouais, c'est juste une décision qu'ils ont prise. Puis cette décision-là, ils ont eu leur montagne russe d'émotions, de situations. Puis le résultat, ça a donné ça. Et quand tu écoutes l'histoire de c'est Mike, non? Mike de Rosefellow. Oui. Il a commencé en 2017. En plus. Moi, j'ai commencé en 2014. Lui, il est à plus d'un milliard. Il parle de 3 milliards d'actifs, là, je pense. En plus. Donc, moi, si je me dis, moi, en actif, il faut que d'ici les 10 prochaines années, c'est un must, là, ça doit faire 1 milliard. Let's go. C'est des aides comme moi, donc so you have to move forward and
Infocos. That's it. Où est-ce que les gens peuvent te suivre pour entrer en communication avec toi? Puis je te dis tout de suite, c'est sûr que j'espère que... C'est sûr qu'on doit faire un part 2. Yeah. Mais où est-ce que les gens peuvent te suivre, rentrer, ou aussi ceux qui seraient intéressés par ton coaching, Ouais. ou des investisseurs qui voudraient entendre parler de tes projets pour peut-être embarquer avec toi? Why not? Il y a le site coachingjd.com. CoachingJD? Oui, coachingjd.com. On fait beaucoup plus ce qu'on j'avais appelé du service conseil OK. en immobilier. On va travailler avec toi et puis tu vas pouvoir voler tes proposals. Quelqu'un va appeler coaching, d'autres vont appeler conseil. Que la personne est à Sherbrooke, Gatineau, Québec, Pour la Montréal. province de Québec, on est là, on agit. On a des projets à Gatineau, on a des projets à Trois-Rivières, on a des projets à Montréal, Québec, OK. un peu partout. C'est une façon de faire, c'est une méthodologie qu'on implémente et peu importe là où la personne se trouve, c'est la même démarche. 100%. Ben, tu sais quoi, moi, tu m'as vendu. Moi, j'espère qu'on va faire un joint venture. En passant, si tu le permets, bien Vas-y. évidemment, j'ai écrit un tout petit, ce qu'on appelle un e-book, là, Oui, c'est vrai, tu me l'as sur partagé. maximiser la rentabilité, maximiser le rendement de ton bien immobilier. Et je pense que les gens pourront aller télécharger, c'est 100 pages, ils pourront télécharger, lire et puis comprendre un peu les différents projets que nous sommes en train de faire, si ça peut les inspirer également. Ben, tu sais quoi, j'en parle beaucoup sur ma chaîne de plus en plus que je vais commencer à faire des événements. Dès que c'est commencé, dès que c'est lancé, j'espère que je pourrai te compter comme un invité pour venir parler justement de, peu importe, développement, parcours, etc. Il y a plein de choses qu'on peut attaquer. On en a même avec Réseau Terrain là pour, je pense que c'est le 30 janvier. OK. Partager. Il faut partager pour que les autres apprennent et pour que les gens grandissent aussi. Comme on dit, il faut bien s'entourer. Plus tu t'entoures, plus tu fais des grands ponts et des grands pas. That's it. Super. Justin, un gros merci. Ça fait plaisir. Belle continuation. Puis on se revoit très bientôt. Merci. Yes. Allez. Boum, 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 boum. Sincèrement, là, même moi, je me surprends moi-même. Les invités que je reçois, les personnes que j'ai l'opportunité de m'asseoir en one-on-one avec eux autres, là, que j'ai l'opportunité de vous apporter du contenu, que j'ai l'opportunité d'aller creuser dans leur tête. Sincèrement, même moi, je suis flabbergasté. Même moi, je suis épaté. Même moi, j'ai le goût de rentrer dans le mur tellement que ces personnes-là sont inspirantes, sont motivantes, mais encore plus que ça, ils nous partagent leur blueprint, ils nous partagent leur façon de faire, ils nous partagent leur façon de penser, leur façon d'être et surtout comment se lancer, comment passer à l'action, comment faire ton propre projet. Regardez, il n'y a plus d'excuses là. Les gens que j'amène sur ma chaîne nous livrent littéralement le secret, la recette du succès, que ce soit en investissement immobilier, que ce soit en développement immobilier, que ce soit même en business, en affaires. Sincèrement, on n'a qu'à écouter le contenu qui sort de les choses qui sortent de leur bouche et de les appliquer. Et je vous garantis que vous allez avoir du succès. Écrivez dans les commentaires #BetterCallChris. Oui, #BetterCallChris. Est-ce que vous avez apprécié? Est-ce que vous avez aimé? Est-ce que vous en voulez d'autres? Des personnes comme Justin? Sincèrement, si oui, écrivez dans les commentaires #BetterCallChris. Pendant que vous y êtes, écrasez le bouton j'aime, partagez la vidéo avec quelqu'un que vous savez que ce contenu-là pourrait transformer sa vie. Mais encore plus que ça, si vous aimez ça, si vous voulez m'encourager, me remercier, aussi mon invité, inscrivez-vous à la chaîne. C'est la meilleure façon qu'on puisse grossir la communauté Immobilier 101 et qu'on puisse faire des choses ensemble, des projets ou quoi que ce soit. Et en parlant de projets, justement, je fais des événements. Alors si c'est quelque chose qui vous intéresse de venir me rencontrer en personne, de venir m'écouter, parler, échanger sur l'investissement immobilier, mais non seulement d'avoir des invités. Qu'est-ce que je veux faire, c'est d'amener certains de mes invités pour qu'ils viennent parler live. Les places seront limitées. Par contre, pour en être informé, vous devez aller dans la description dans le bas de cette vidéo-là, cliquez sur le lien qui va être écrit événement pour que justement vous pouvez rester à l'affût des événements d'immobilier, d'investissement immobilier que je vais parler. Puis ça va pas être non plus
du niveau 1. Là, on va vraiment parler de plus de choses au niveau de la sophistication en tant qu'investisseur immobilier, de projets d'investissement immobilier. On va parler de choses de haut niveau. Alors, si c'est des choses qui vous intéressent, encore une fois, allez dans la description et allez cliquer sur le lien qui va être indiqué événement. Et sincèrement, j'espère que vous avez apprécié. Si vous aimeriez avoir d'autres trucs, astuces et stratégies gagnantes, je vous suggère de regarder une de ces deux vidéos-là.